Sur CNews et sur Europe 1, on accueille Béatrice Brugère. Bonsoir, vous êtes magistrate, ravie de vous accueillir. Vous avez écrit ce livre aux éditions de l'Observatoire, Justice, la colère qui monte. On va avoir besoin de votre expertise, parce que là, on a un ministre de la Justice qui se démultiplie sur le terrain. C'est la méthode Darmanin, elle a été éprouvée à l'intérieur. On va écouter ce qu'il a dit. Là, il était à Marseille aujourd'hui sur le thème des prisons et du narcotrafic. Il veut taper au portefeuille les narcotrafiquants et placer à l'isolement les gros bonnets, ceux qui se trouvent actuellement en prison, et on l'a vu récemment, qui depuis leur cellule organisent avec leurs 12 téléphones portables le business. On va écouter ce qu'il a dit. Il emploie des mots forts, des mots chocs, des punchlines évidemment pour marquer l'opinion publique. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a des mesures vraiment nouvelles qui ont été annoncées? On écoute d'abord ce qu'il a dit à propos du point de bascule. Nous sommes dans un point de bascule pour la République. Et donc nous devons collectivement nous réveiller. Je donnerai les instructions dans la circulaire de politique pénale que j'adresserai dans quelques jours au procureur de la République pour que les atteintes, les menaces, les corruptions envers les agents publics, dépositaires de l'autorité publique soient particulièrement poursuivis avec la plus grande fermeté. Mais nous devons aussi montrer que les exemples de corruption et de menaces sont particulièrement condamnés par notre justice. Voilà, condamné par notre justice. Vous êtes secrétaire général de l'unité magistrat, Béatrice Brugère. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a du laxisme sur les narcotrafiquants? Ils ne sont pas condamnés à la hauteur, déjà, de ce qu'ils ont commis? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il revient sur Marseille. Alors, on va dire encore Marseille. Mais non, parce que, en fait, sur la dernière séquence, on va dire sur le plan judiciaire, la dernière séquence, rappelez-vous, c'était Éric Dupond-Moretti qui s'était déplacé et qui avait un peu secoué les magistrats qui, devant la commission d'enquête, avaient déclaré « on a perdu la guerre ». On va l'écouter tout à l'heure, le procureur. Et ce qui était intéressant dans cette séquence, c'est qu'ils n'avaient pas dit que ça, évidemment. Ils avaient déjà dit qu'il y avait des problèmes de corruption extrêmement graves. Et donc, ce qui est intéressant déjà dans cette séquence, c'est que lui n'est pas dans le déni. C'est-à-dire qu'on a exactement, à quelques mois près, la même situation. Et vous avez un garde des Sceaux qui dit « mais non, ce discours est insupportable et il est même faux, en gros. Les magistrats, vous dites un peu n'importe quoi. » Et là, on a un garde des Sceaux qui vient et qui dit exactement l'inverse. Et déjà, ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il accepte de dire qu'il y a de la corruption, qu'il y a du danger et peut-être qu'il y a un problème de sanction. Donc ça, c'est un point important pour vous, les magistrats, qu'on entende ça de la bouche du ministre, oui, parce que même si ça ne change rien dans les faits. Si, ça change tout, parce que d'un côté, vous avez un garde des Sceaux qui n'est pas en soutien de ces magistrats. Il est devenu acteur depuis. Et d'autre côté, vous avez un ministre qui dit « non, mais là, ce que vous dites, non seulement je l'entends, mais je le fais bien et je vais faire des choses ». Donc l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'il va faire une fois que c'est dit. Il a tout un arsenal de mesures qu'il veut mettre en place, notamment placer les narcotrafiquants à l'isolement. Éric Nolot, est-ce que c'est une solution qui a sans doute déjà été éprouvée? Je crois que Mohamed Amra était déjà à l'isolement avec plusieurs téléphones portables. Oui, vous avez résumé en une phrase le problème. Je vous ai coupé l'herbe sous le pied du coup. Il était à l'isolement avec 9 téléphones portables. Avec ces 9 téléphones portables, il ne faisait pas des conversations amicales. Il gérait son business, il organisait des opérations en direct, s'il vous plaît. Donc là, il y a quand même un problème, en effet, de corruption, alors qu'elle soit la corruption par la menace ou par l'argent, il y a vraiment un gros problème. Non, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une France coupée en deux, entre ceux qui sont dans la réalité et ceux qui sont dans le déni de réalité, ceux qui pensent qu'il est minuit 1 et ceux qui pensent qu'il est minuit moins 1. Alors, Gérald Darmanin, il nous redonne l'espoir. Il dit il est minuit moins 1, on peut encore se ressaisir et changer la situation. Et puis vous avez un camp qui dit il est minuit 1. Vous avez une proposition de la France Insoumise qui consiste à reconvertir les anciens dealers en vendeurs de hashish légaux. Donc eux, ils sont à minuit 1, même ils sont à minuit 5 et même à minuit 10. Donc moi, je préfère être dans le camp de ceux qui pensent qu'il est minuit moins 1. En effet, il faut les combattre avec toute la fermeté possible. Pour l'instant, la fermeté dans les propos, je les attends dans les actes, mais on ne peut que saluer les propos. Bien sûr. Florian, vous voulez rajouter quelque chose? Non, peut-être sur un sujet que Gérald Darmanin, lorsqu'il était place Beauvau, évoquait assez régulièrement. C'est certes, il y a les dealers, mais il y a également les consommateurs. Et c'est vrai qu'il a mis en place cette amende forfaitaire pour tenter de s'attaquer à ce qu'il appelle les cols blancs. Sauf que on en parle assez régulièrement sur ces plateaux. Le prix de l'amende forfaitaire, lorsque vous la réglez rapidement, c'est 150 €. 150 €, c'est 2 grammes de cocaïne. Imaginez bien que quelqu'un qui consomme régulièrement des drogues, 150 €, pour lui, c'est une bagatelle. Il peut la payer. À un moment donné, et à peine 40% des amendes sont recouvrées. Et en plus, il y a ce phénomène d'amende non recouvrée. Donc c'est une vraie problématique. Tout à l'heure, on parlait sur un tout autre sujet de l'impunité
qui finalement participent à cette insécurité, à cette violence. Là, bien évidemment qu'il y a un sentiment d'impunité pour ces dealers, pour ces consommateurs, excusez-moi. Bien évidemment, lorsque vous avez une amende parfois qui vous est envoyée parce que vous êtes attrapé la main dans le sac, 150 €, c'est pas assez, malheureusement, même s'il y a eu une évolution tout de même de ce point de vue-là. Et espérons que Bruno Retailleau sera en soutien de Gérald Darmanin. Vraisemblablement, ils sont sur la même ligne. Oui, ils sont à peu près sur la même ligne de fermeté. Écoutons juste Nicolas Besson, vous l'avez évoqué, Béatrice Brugère, c'est le procureur de Marseille. C'était il y a quelques mois. Et il disait avec d'autres magistrats de Marseille, ils étaient auditionnés par la commission d'enquête du Sénat, la bataille est perdue contre les narcotrafiquants. Écoutez-le. Il faut être clair, la bataille est perdue sans stigmatiser la profession. Avec l'administration pénitentiaire, on sait que drogue, téléphone mobile rentrent tout à fait facilement. On commence, parce que les moyens de ces réseaux criminels sont infinis, à avoir de plus en plus, et Madame Faure l'a indiqué, de problématiques de corruption de fonctionnaires de police. Et nous entamons une réflexion avec le procureur général sur des cabinets qui seraient sujets à beaucoup d'annulations de procédures. Ça peut être dû à l'incompétence, mais ça peut également être dû à la corruption. Donc on va essayer d'avoir des actions proactives et nous avons actuellement 2 enquêtes en cours à Marseille sur des fonctionnaires de greffe qui sont effectivement suspectés de renseigner des membres du crime organisé. Ce que disait Nicolas Besson au mois de mars dernier, Béatrice Brugère, vous êtes magistrate. Quand il parle de ce phénomène de corruption, et dans la pénitentiaire et dans le monde de la justice, c'est une réalité aujourd'hui. Oui. Alors, non ? Oui. Il dit la bataille est perdue. Je vais préciser, parce que quand même, sinon, on rentre tous chez nous et on arrête. Enfin, très clairement. Cette bataille, actuellement, en l'état de ce que l'on nous donne, et de la législation et du manque de moyens, est perdue si on continue comme ça. Mais la guerre ne fait que commencer. Et oui, si mais avec des moyens tellement disproportionnés. Il faut bien comprendre que la criminalité organisée, son outil c'est la corruption. Mais il y a plusieurs formes de corruption. Il y a la corruption logistique, ça va être les dockers, ça va être les douanes, ça va être comment je vais corrompre, par exemple, sur l'entrée de la douane. Et il y a la corruption, j'allais dire, juridique, judiciaire, comment je vais essayer d'avoir accès à des données dans les procédures, comment je vais essayer peut-être de faire tomber des procédures, comment je vais peut-être essayer de corrompre au niveau de la pénitentiaire pour obtenir du renseignement, voire des armes, voire des téléphones, etc. Et il y a une autre corruption dont on ne parle jamais d'ailleurs, mais qui est aussi importante, qui est la corruption politique des élus, comment dans l'économie légale je réinjecte, etc., etc. Donc il y a plusieurs formes de corruption. Cette corruption-là, elle est assez nouvelle, puisqu'en fait on est en train de s'en apercevoir sur le plan du discours, mais à mon avis elle n'est pas totalement nouvelle sur le plan des faits. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une cartographie et n'avoir pas peur d'investiguer, mais ce qu'il faut bien comprendre, parce que souvent quand on parle de criminalité organisée, on s'intéresse aux produits et où on s'intéresse aux acteurs, c'est-à-dire aux individus, au cas des personnalités, c'est qu'en fait c'est tout un système qui est mis en place sur lequel il faut avoir une réponse systémique. Et la réponse systémique, elle est de 3 ordres. Elle est en urgence de construire des établissements spécialisés de très haute sécurité et non pas mettre à l'isolement, c'est-à-dire ce que font les Italiens. 2, c'est de changer la loi, parce qu'il y a une urgence à changer la loi, simplification de la procédure, sécurisation de la procédure, etc., sur lequel là, il y a de la corruption judiciaire dont je vous parlais. 3, et ça c'est vraiment le dernier volet, or c'est toujours le premier dont souvent Darmanin parle, c'est de renforcer les équipes, parce qu'aujourd'hui, il y a une embolie qui fait tomber les procédures. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des recours. Vous êtes hors délai, le magistrat est hors délai. On fait des recours dilatoires, on fait des recours, et comme on fait des recours, en fait, on a des délais, et on est obligé de remettre dehors aujourd'hui des gens extrêmement dangereux, parce qu'en fait, on arrive au bout des délais. Donc, vous voyez, en fait, c'est une vision un peu en triptyque, mais systémique par rapport à, en face, une organisation qui, elle, est organisée également. Et au niveau mondial. Éric, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être sur le côté endémique de ce fléau ? Oui, là, on écoutait le procureur de la République de Marseille, mais je vérifiais la date. En novembre 2022, la procureure de la République de Paris, Laure Buecchio, dans un entretien au Monde, avait expliqué, je crois que c'était même le titre du papier, que le niveau d'infiltration des sociétés criminelles dans notre société dépassait toutes les fictions.
dépasser toutes les fictions. Ça veut dire qu'on est bien au-delà de la réalité. Donc ces signaux d'alarme, ils sont tirés. Moi, j'aime bien les déclarations de Darmanin. Je trouve qu'avoir un couple Retailleau-Darmanin... Qui fonctionne déjà, on est c'est content. bien, mais si vous voulez, être juste là pour... C'est mon impression pour l'instant, pour saturer l'espace médiatique un peu à la Nicolas Sarkozy. Bon, très bien, mais c'est déjà bien que le ministre de la Justice soit pas dans le déni. Il y en a qui sont sur le terrain, d'autres sur les planches, comme Dupond-Moretti, qui, je crois, le titre de sa pièce, c'est « J'ai dit oui hein, », c'est ça. Hein. Ouais, bah, nous, on dit non. Heureusement qu'il est parti faire du théâtre. Mais on y reviendra après. Mais voilà, mais c'est ça. Donc maintenant, est-ce que l'indépendance de la justice, qui est sacro-sainte dans ce ministère, va lui permettre d'aller au bout? Est-ce que les magistrats vont lui permettre... Parce que si vous voulez dire, je vais mettre 100 narcotrafiquants à l'écart, bon, les quartiers d'isolement, ça n'existe pas. Faut-il construire des prisons? On envoie un signal quand même, on envoie un signal. J'entends ce que vous dites. Vous avez un super narcotrafiquant, on connaît leur chiffre d'affaires. Oui, non, mais bien sûr, ça fait du bien entendre. Mais on ne connaît pas leur chiffre d'affaires, on ne connaît pas leur niveau d'investissement. On ne connaît rien. Juste Rachel, sur le fait que M. Dupond-Moretti va devenir acteur. Oui. Donc c'est surprenant. C'est une peine planchée. Très joli. Je vous en prie. Très joli, une peine planchée. Non, mais est-ce que ça, évidemment, je trouve que ça décrédibilise la fonction de ministre et de la fonction politique. Parce qu'on se dit, voilà, ils font 3 petits tours de piste, puis ils retournent au showbiz et aux paillettes, finalement. C'est vrai que sur la responsabilité, sur la question de l'image que ça renvoie pour l'ensemble des citoyens, c'est pas terrible. Dans ce monde très finalement individualiste et égocentrique, on a l'impression que c'est une volonté d'attirer la lumière sur soi, et c'est ça le problème. Après, est-ce que justement c'est pas une alerte pour l'ensemble de nos dirigeants aujourd'hui politiques à l'Assemblée nationale? Le fait que, vous savez, que nous ayons cette séance parlementaire filmée, je pense que ça cause énormément de problèmes aussi par rapport au buzz et la lumière, etc. Voilà. C'est pas faux. Alexandre, je vous ai... Une forme de tiktokisation de la vie politique. De quoi? De tiktokisation. Et excusez-moi pour ce néologisme. Non, mais de tiktokisation, je rejoins précisément ce qui vient d'être dit, de la vie politique. C'est-à-dire que, certes, on commente Éric Dupond-Moretti qui retourne sur les planches, mais il se passe la même chose au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la priorité d'une large partie des députés, je parle toute étiquette confondue, c'est d'avoir une capsule. Oui. On appelle ça des capsules. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va intervenir à un moment donné des débats. Il faut avoir une intervention punchy pour ensuite... On n'en a rien à faire de l'ensemble de la discussion. Oui. Si, malheureusement, si, Laurence. Du spectaculaire. Si, Laurence. Il faut enregistrer une capsule qu'on peut ensuite mettre sur les réseaux sociaux. Capsule qui fera le buzz. Non mais c'est comme cela qu'une partie malheureusement des élus au sein de l'Assemblée nationale. Et le plus grave, c'est que ça marche. Bon, Monsieur Devecchio, vous avez un mot à rajouter? Non mais accusez, levez-vous. Éric Dupond-Moretti est revenu à son vrai métier, j'ai envie de vous dire. Et peut-être que de manière plus large, ça dit quelque chose sur la politique aujourd'hui. Une politique qui est de plus en plus réduite à l'impuissance, et c'est ça qui est inquiétant, et condamnée à faire du théâtre. Et on espère justement que Général Darmanin ne fera pas simplement du théâtre et de la communication, qu'il pourra agir. La suite. Alors, dernier mot, Éric, parce qu'après c'est le journal. Du théâtre avant d'être ministre, mais la grande différence quand même, pardonnez-moi, c'est que là on n'avait pas le choix en tant que contribuable que de payer son traitement de ministre. Là, pour l'acteur, on a le choix d'aller l'applaudir ou pas. Il y a quand même la question, c'est qui va voir. Mais il a sa retraite de ministre, donc on continue à payer.